C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la résistance intérieure française de 1940 à 1944. Dès l'occupation allemande, des hommes et des femmes refusent la défaite. Ils s'organisent dans nombre pour combattre l'ennemi et préparer la libération du pays. Mais nous voulons savoir comment cette résistance s'est-elle développée et unifiée au cours du temps. Nous verrons d'abord les actions de la résistance à l'intérieur du pays et l'unification de cette résistance. C'est parti. Dès 1940, de petits groupes apparaissent un peu partout dans la France. C'est le cas par exemple de la Libération du Sud, un mouvement de résistance formé par Raymond et Lucie Aubrac. Dans le document 1, nous apprenons qu'ils créent un journal clandestin qui se nomme Libération pour dénoncer le pillage par l'occupant et cette occupation et cette oppression par l'ennemi. Et il parle aussi du régime de Vichy notamment. Ce journal imprimé et distribué par les porteurs de valises dans plusieurs villes comme Lyon, Marseille, etc. Et ce journal devient un outil essentiel pour informer les Français et les encourager à résister. Mais néanmoins, les résistants ne se contentent pas seulement d'écrire, ils passent à l'action, ils passent à l'acte. Certains, par exemple, sabotent les usines, sabotent les dépôts, sabotent les communications ennemies, comme nous pouvons le voir dans le document 2, avec l'exemple d'un jeune Français de 17 ans qui avait coupé des fils téléphoniques. Malheureusement, il s'est fait exécuter par le Wehrmacht et il est mort très courageusement. De plus, les maquis, qui sont un groupe de résistants installés dans des zones retirées, aident les jeunes à échapper du service militaire, du service de travail obligatoire, la STO. Sur la photo du document 3, on voit par exemple un maquisard du maquis de Boussoulet, en Haute-Loire, enseignant à des jeunes résistants comment manier les mitraillettes. Enfin, les résistants transmettent aussi des informations aux alliés. Par exemple, dans le document 4, on voit le BCRA, le Bureau central de renseignement et d'action. Ce service recueille des messages, notamment grâce aux radios et aux télégrammes. Le graphique nous montre d'ailleurs qu'il y a une forte augmentation à partir de 1943, ce qui accentue le fait que la résistance devient de plus en plus active et organisée. L'unification de la résistance. Nous savons tous que pour être efficace, il faut être uni. Et Charles de Gaulle confie la mission suivante à Jean Moulin, qui est d'unifier les mouvements de résistance. En mai 1943, il parvient à créer la première réunion du Conseil national de résistance, le CNR. Le document 6 explique que cette réunion historique réunit à Paris les représentants de 8 mouvements de résistance, des partis politiques et 2 anciens syndicats. Le CNR reconnaît Charles de Gaulle comme chef légitime de la résistance, car d'après le document 6, il représentait l'âme de cette résistance dans les jours les plus sombres. C'est une étape essentielle à la résistance, car la résistance devient unie, coordonnée et peut préparer la renaissance du pays. Pour conclure, entre 1940 et 1944, la résistance intérieure passe de petits groupes dispersés à un véritable mouvement national grâce aux journaux clandestins, aux actions de sabotage, au réseau de renseignement du BCRA et au rôle décisif de Jean Moulin qui malheureusement a été tué, torturé par la Gestapo en 1943. Les résistants ont contribué à la libération de la France et cette unification reste un modèle de solidarité face à l'oppression ennemie. Voilà. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. C'est la radio de Théo. La radio de Théo. C'est la radio de Théo.